Alors, bonsoir. Je ne referai pas les salutations de ma collègue Marie-Ève Couturier. On m'a présenté tantôt Vicky Moka, conseillère du district 1. Je suis la présidente de la commission de l'aménagement du territoire et aussi membre du CCU. Et ce soir, j'ai le rôle de présider cette assemblée pour, dans le fond, au nom du maire. Donc, je représente le maire ce soir pour l'assemblée. Alors, bonne soirée. Je vous laisse aux mains de mes collègues. Merci. Alors, M. Chicoine, est-ce que c'est vous qui commencez avec la mise en contexte? Oui. Oui, c'est moi. Alors, moi, je vous revois tout de suite après la présentation pour la période de questions. Alors, je regarde M. Plesson avant. Pour être bien sûr que ça fonctionne bien. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne ferai pas les salutations, ça a déjà été fait. En fait, je pense que c'est important de petite mise en contexte rapide, sans revenir sur l'ensemble l'ensemble de la démarche qui dure quand même depuis un certain temps. Mme Couturier l'a expliqué tantôt, on a une rencontre citoyenne le 30 mars dernier où on a fait une présentation détaillée du projet. Le promoteur y était aussi pour entendre toutes les questions, les interrogations sur le projet. Je pense que c'est important de dire qu'on a bien tenu compte de toutes ces demandes-là. On a travaillé avec le promoteur par la suite aussi. Et on est arrivé à modifier en certaines parties le projet. Et aujourd'hui, en fait, on a tenu compte de l'ensemble des commentaires et préoccupations qui ont été soulevés lors de ces rencontres-là. Vous allez voir que dans le règlement, en fait, aujourd'hui, on est dans l'étape du règlement de zonage qui traduit, en fait, le projet de développement. Le projet de développement que vous avez vu, bien, il est traduit tout simplement en règlement. C'est ça l'objectif aujourd'hui. On ne reparle pas du projet, mais on est beaucoup plus dans la partie légale de l'approbation du règlement. Alors, vous allez voir que certains commentaires et préoccupations ont été retenus dans le cadre du règlement qui a été réalisé, qu'on va vous présenter. Il y a d'autres enjeux, par contre, qui ne sont pas dans le règlement. C'est plus des enjeux concernant les séquences des travaux, l'aménagement des parcs, la gestion des eaux pluviales. C'est des sujets qui sont plutôt abordés dans un protocole d'entente avec le promoteur. Alors, c'est quand même retenu et ça va quand même applicable, mais pas dans le cadre du règlement, dans le cadre du protocole d'entente avec le promoteur pour différents autres enjeux. Le projet de règlement vise vraiment la réalisation du plan d'aménagement de Transec qui était approuvé. Alors, comme je disais tantôt, on est à l'étape où on a tout simplement traduit, je dirais, le projet de développement en règlements municipaux. Le règlement, c'est un petit peu plus ardu à présenter. Ma collègue a la mince tâche de vous expliquer le règlement puis d'essayer de vous le faire comprendre. Mais bref, il faut comprendre que c'est le plan d'aménagement qui est tout simplement traduit dans des normes réglementaires qu'on regarde ce soir. Alors, c'est vraiment l'étape de la réglementation. Je vais laisser ma collègue Eliane vous présenter l'ensemble du règlement et on pourra par la suite répondre à des questions sur le règlement et sur le processus que M. Mineau expliquera par la suite. Merci. Bonsoir. Je vais m'approcher. Donc, effectivement, comme M. Chicoine le mentionnait, donc l'objectif du règlement, c'est évidemment là, suivant le plan d'aménagement de Transec qui a été approuvé, c'est de pouvoir établir les normes et les usages qui vont être autorisés pour l'ensemble du secteur. Donc, c'est ce qui permettrait de mettre en œuvre, en fait, la réalisation d'une des étapes du projet. Ce qu'il faut mentionner également, c'est que le secteur ne sera pas assujetti à des dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est vraiment un règlement normatif là, qui va avoir des normes auxquelles on va regarder ensemble qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Le fait qu'il n'y ait pas de PIA qui s'applique pour le secteur, là, c'est quand même c'est majoritairement comme ça dans l'ensemble du territoire de la ville pour ce type d'habitation-là.
L'autre élément aussi, c'est que les dispositions spécifiques au PAT 10, là, au plan d'aménagement, vont se retrouver dans l'annexe F10 qui comprend également un préambule que je ne passerai pas en détail ce soir. Le préambule, en fait, explique le contexte, les caractéristiques du secteur, la vision d'aménagement, puis on y a joint le plan d'aménagement d'ensemble. Puis aussi, il y a certaines dispositions générales qui sont déjà existantes dans le règlement du manuel d'urbanisme durable d'Urbanova, qui est le règlement 1009, qui s'applique déjà en fait à l'ensemble du territoire d'Urbanova. Donc, il y a certaines dispositions générales que je ne présenterai pas ce soir, puisqu'ils ne font pas l'objet du présent projet de règlement qui vous est présenté. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est le site de l'ancien golfe des Moulins qui a été découpé en zones. Donc, c'est un fameux plan de zonage qu'on appelle communément, mais bon, pas dans le manuel, on l'appelle un plan de zone de transec. Le site est découpé dans le fond, actuellement, il y a 2 zones, puis le site est découpé en 8 zones réparties en 3 types d'affectation. On va y revenir plus en détail pour chacun, mais en résumé, c'est qu'on a un type de zone qui s'applique pour les espaces qui sont des parcs, des espaces verts. On a un autre type de zone qui regroupe les secteurs où on va prévoir seulement des maisons unifamiliales isolées de 1 à 2 étages. Puis les T3 vont être des zones pour lesquelles on va prévoir des habitations unifamiliales jumelées ou contiguës, mais on va y revenir plus en détail sur chacune de ces zones-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran les secteurs qui sont en vert sur les cartes. Donc, on a 3 zones qui sont des zones parcs et espaces verts. Donc, à l'intérieur de ces secteurs-là, ce qu'on prévoit, c'est que les seuls usages qui peuvent être autorisés, ce sont des équipements publics pour les fins d'un parc, par exemple, ce qui fait en sorte qu'on vient comme s'assurer que les espaces verts sont préservés. Il n'y a pas de construction, par exemple, d'une habitation qui serait autorisée pour ces zones-là qui ont été délimitées en fonction du plan d'aménagement d'ensemble. Pour ce qui est des zones que vous voyez plus en jaune sur la carte, donc il y a 3 différentes zones parmi lesquelles on retrouve l'usage unifamilial isolé, donc une maison sur un terrain pour lesquels le nombre d'étages est de 1 à 2 étages, ce qui serait prévu. Pour l'ensemble de ces 3 zones-là, il y a des normes qui s'appliqueraient. Donc, je sais que c'est très petit à l'écran, mais je vais vous résumer un petit peu le contenu de ces fiches-là sans passer en détail chacun des points qui se retrouvent dans le projet de règlement. C'est une fameuse grille d'usage et normes. Donc, c'est à l'intérieur de cette grille-là qu'on vient indiquer les spécifications pour notamment les dimensions des terrains minimums, les marges d'implantation, donc marge avant, marge arrière qui seraient prévues pour ce type d'habitation-là. On retrouve aussi les hauteurs minimum, maximum, les pentes de toit qui sont exigées, les spécifications aussi concernant les matériaux de parement extérieur. Donc, si je reprends quelques points de la grille qui vous était présentée à l'écran, notamment, par exemple, en termes de lotissement, ce qui est prévu comme les dimensions minimales des terrains en fonction du plan qui était présenté, c'est des largeurs minimales de l'eau de 11,5 mètres, des profondeurs de 29 mètres et des superficies de 475 mètres carrés. Il faut dire que c'est des minimums, ça ne veut pas dire que tous les terrains ont ces dimensions-là. Puis là-dedans aussi, il y a certaines spécificités pour des terrains qui seraient des terrains, par exemple, d'angle, qui ont d'autres dimensions qui sont prescrites. Par rapport aux aménagements intérieurs, ce qui a été prévu, c'est d'exiger, afin de correspondre par rapport aux arbres qu'on vous souhaitait qu'ils soient préservés ou qu'ils soient ajoutés sur le site, on prévoit qu'en cours avant, il y a un minimum de 1 arbre qui doit être planté et maintenu, et en cours arrière, 2 arbres à planter et à maintenir. Puis tout ça, là, je parle sur le terrain privé. On a également prévu une disposition par rapport à un écran végétal qui serait obligatoire. Donc, on parle d'un écran végétal par rapport au terrain limitrophe. Donc, c'est un écran végétal dense et continu qui devra avoir une hauteur minimale de 1,85 mètres, qui peut être composé d'arbres ou d'arbustes, qui doit être planté et maintenu tout le long de la ligne de l'eau d'un terrain qui est limitrophe aux limites du PAT.
Donc, ça correspond un peu à ce qu'on vous avait présenté la dernière fois par rapport aux terrains qui sont construits limitrophes au PAT 10, donc qui se retrouveraient avec des voisins pour lesquels il y aurait un écran végétal qui serait obligatoire sur leur terrain, les nouveaux terrains, en fait. Puis, pour ce qui est des normes de stationnement, par exemple, on a exigé un minimum de 2 cases de stationnement extérieures par habitation. Donc, je vous ai sorti quelques éléments par rapport aux normes qui sont proposées pour les maisons unifamiliales isolées. Pour ce qui est des 2 autres zones qui sont dans ce qu'on appelle les T3, c'est là où on prévoit des habitations unifamiliales jumelées ou contiguës de 2 à 3 étages. Peut-être juste pour préciser là, la terminologie là, de jumelé, en fait, c'est une structure de bâtiment, donc c'est 2 unités d'habitation qui sont séparées par un mur mitoyen, mais chacun sur des lots distincts. Puis pour ce qui est d'une habitation contiguë, c'est une série de plus de 3 unités d'habitation, encore une fois avec des murs mitoyens, mais sur des lots distincts. Puis dans le cadre du règlement qu'on propose, c'est un maximum de 4 unités juxtaposées, là, donc il ne peut pas avoir une série de plus de 4 unités. Donc, on retrouve le même type de grille où les normes sont présentées avec les mêmes thématiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Par rapport à certaines dispositions. Donc, on a également les normes de lotissement, les dimensions minimales des terrains. Donc, on comprend que les terrains sont un peu plus petits pour cette typologie-là d'habitation contiguë ou jumelée. Donc, peut-être au moins passer pour les superficies. Donc, les habitations contiguës auraient des superficies minimales de 190 mètres carrés et les habitations jumelées, 400 mètres carrés. Pour ce qui est des aménagements extérieurs, comme je parlais tout à l'heure par rapport aux arbres, bien, pour ce type d'habitation, on parle pour les unités de centre en cour avant, un arbre minimal à planter, puis en cour arrière, un arbre à planter et à maintenir. Puis, par rapport au nombre de cases de stationnement, un minimum de 2 cases pour les unités de coin, puis un minimum de 1 case extérieure pour les unités de centre. Mais on a prévu une marge avant plus importante pour pouvoir prévoir possiblement le stationnement de 2 voitures là, en cour avant, une derrière l'autre. Puis, finalement, dans le règlement, on retrouve d'autres dispositions générales là, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire d'Urbanova. Donc, il y avait certains ajustements qui étaient requis, notamment l'ajout de l'aire d'affectation parc et espace vert qui n'était pas prévu dans le règlement. Donc, comme je vous parlais tantôt, là, ce type d'affectation prévoit là, qu'on peut permettre des équipements et des usages publics liés à des activités récréatives. On ajoute également certaines définitions à la terminologie. Donc, on vient définir les principes de qu'est-ce qu'une façade principale d'un bâtiment, une hauteur de bâtiment en étage ou en mètres, qu'est-ce qu'une implantation dos à dos, et on vient définir qu'est-ce qu'une pente de toit principale. L'autre élément qui a été ajouté, on vient ajouter des classes de matériaux de revêtement extérieur minimum pour un bâtiment principal comme pour de l'habitation. Ça nous permet d'exiger des pourcentages de matériaux minimum. Par exemple, aussi certaines classes, dans le cas de maisons unifamiliales, par exemple, on prévoit que 50% doivent être des matériaux de classe 1, puis dans les classes 1, on a défini, par exemple, c'est des matériaux de maçonnerie. Donc, ça nous permet d'avoir un certain contrôle sur la qualité architecturale des bâtiments. Puis, il y a certains types de matériaux de revêtement qui ont été exclus, donc, disons, prohibés pour les habitations. Par exemple, le vinyle, le bloc de béton sans finition, des contreplaqués ou autres matériaux qui n'ont pas de finition, qui ne sont pas finis. Donc, ça fait le tour du résumé du règlement. Je vais passer la parole à mon collègue Maître Milot. Oui, bonjour. C'est bon? OK. Donc, pour ce qui est des explications de la procédure, peut-être juste en introduction mentionner, les villes appliquent 2 lois provinciales dans ce cas-ci. Donc, ce n'est pas les villes qui décident du processus, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'abord, et la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui s'appliquent. Donc, c'est deux lois provinciales. Donc, ce processus-là que je vous explique, c'est le même processus dans toutes les villes du Québec. La ville de Terrebonne n'a pas de discrétion pour changer ces règles-là. C'est vraiment des règles provinciales. L'autre élément que je voulais mentionner en introduction, même certains me l'ont posé comme question là, juste avant le début de la rencontre,
Depuis 2 ans, il y avait des règles particulières qui s'appliquaient en raison de la pandémie, les règles COVID, là, qui ne s'appliquent plus. Le gouvernement du Québec a mis fin à ces règles-là par un arrêté ministériel au mois de mars. Donc là, c'est les règles régulières qui s'appliquent de la loi. Et par exemple, dans d'autres processus, notamment Jardin Angora, qu'on a connu en 2021, c'était les règles pandémiques qui s'appliquaient. Entre autres, une consultation écrite. On n'aurait pas pu faire une assemblée à certaines périodes. L'année passée, en 2021, les assemblées publiques étaient interdites. Donc, il y a effectivement des règles COVID qui ont existé pendant 2 ans, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, ce que je vous explique, c'est vraiment les règles générales. Donc, l'adoption d'un projet de règlement, ça, c'est une étape qui a été faite déjà le 21 avril 2022. Certains d'entre vous étaient présents au conseil municipal à cette occasion-là. La tenue de l'Assemblée publique sur le projet de règlement, bon, ça c'est ce soir, c'est une étape qui est obligatoire en vertu de la loi. L'adoption d'un second projet de règlement, ça c'est la prochaine étape qui va suivre, qui est prévue au conseil municipal régulier du 9 mai. Suite à ça, là, c'est vraiment la procédure d'approbation référendaire qui est enclenchée. On va publier un avis public qui est relatif à la transmission d'une demande d'approbation référendaire. Ça, cet avis public-là va être publié le 11 mai, donc 2 jours après la séance du conseil. C'est un mercredi. On va aussi mettre un encadré dans le journal local, La Revue, pour qu'il y ait la plus grande diffusion possible. C'est pas tout l'avis public, parce que c'est quand même un avis public de 5 ou 6 pages, là, mais il y aura quand même un encadré dans le journal La Revue pour attirer l'attention du lecteur là, pour ce projet-là spécifique. Donc, à partir de l'avis public, le 11 mai, là, la loi prévoit que les personnes habiles à voter ou les électeurs, les résidents du secteur concerné vont avoir 8 jours pour nous transmettre des demandes d'approbation référendaire. Des demandes d'approbation référendaire, ça va être précisé dans l'avis public. Ce qu'on va vous demander, dans le fond, dans l'avis public, on va mettre un formulaire et vous aurez à remplir le formulaire en donnant les pièces justificatives nécessaires. Ça peut nous être transmis de n'importe quelle façon. Ça peut être par courriel, ça peut être par la poste, évidemment en vous assurant que c'est reçu avant la 8e journée. Ça peut être en personne à l'hôtel de ville. Et la dernière journée, le 19 mai, on va ouvrir l'hôtel de ville jusqu'à 19h aussi pour s'assurer que ceux qui souhaitent nous transmettre des demandes puissent le faire. Peut-être, Eliane, si on peut aller, parce qu'il y a quand même peut-être des particularités à expliquer avec la carte des zones. C'est la page... oui, voilà. Donc, ce que la loi prévoit, c'est que dans le fond, là, ce qu'on voit en grisé plus foncé, c'est les 2 zones qui vont être le projet. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est la T3-20 et la T3-21. Autour de ces zones-là, il y a 5 zones qui sont, en vertu de la loi, on appelle ça des zones contiguës. C'est le terme de la loi, mais bon, c'est des zones qui sont limitrophes, qui touchent aux zones visées par le projet. Donc, il y en a 5, en commençant par celle au nord, là, la 67, la 63, la 57 complètement au sud, la 30 et la 44 qui est, si on veut, au nord-ouest. Donc, pour que les résidents de ces secteurs-là puissent participer à la prochaine étape, qui va être la tenue d'un registre, qui est comme la 2e étape, qui pourrait mener éventuellement à un référendum, on doit recevoir 12 demandes pour chacune de ces zones-là. Donc, si, par exemple, on ne recevait pas 12 demandes d'une zone, bien, à ce moment-là, le nombre de demandes requis ne serait pas atteint et les citoyens de cette zone-là ne pourraient pas participer aux prochaines étapes. Si on calcule les 5 zones, il y a 954 personnes habiles à voter. Bon, là, ça, c'est encore une fois, c'est le terme de la loi, mais disons 954 électeurs, donc qui auraient le droit de vote. Donc, si on reçoit 12 demandes de chacune de ces 5 zones-là, il y aurait un maximum de 954 personnes qui seraient habiles à voter, donc qui pourraient participer à la prochaine étape, qui est la tenue du registre. On ne peut pas vous dire le nombre final aujourd'hui parce que si on ne recevait pas 12 signatures d'une des zones, bien là, le chiffre final va être ajusté en conséquence. Il y a une petite particularité, je vous le mentionne, s'il y en a qui sont concernés, dans la zone qui est extrêmement à l'extrême sud, la zone 57, dans cette zone-là, il y a 18 personnes habiles à voter. Donc, ce que la loi prévoit, quand c'est une zone qui a moins de 21
électeurs, bien là, ce n'est pas 12 dans ce cas-là, c'est la majorité plus 1. Donc, dans cette zone-là, qui est une particularité, si on recevait 10 demandes sur les 18 personnes, à ce moment-là, on considérait que cette zone-là peut participer aux prochaines étapes. C'est une particularité de la loi, mais dans les autres zones qui comptent toutes plus que 21 personnes habiles à voter, le chiffre, c'est 12 pour toutes les zones. Ça va pour ça? Donc, si on revient à la suite, bon, donc là, nous, à la Ville, à partir du 19 mai, on va être en mesure de savoir quel est le secteur concerné, puis combien de personnes vont être appelées à poursuivre le processus. Donc, au Conseil du 6 juin, il y a la possibilité théorique qu'on ne reçoive aucune demande. Si on ne reçoit aucune demande, bien, à ce moment-là, le Conseil pourrait adopter le règlement tel quel. Si on reçoit une demande de minimalement une zone ou plus d'une zone, bien, à ce moment-là, là, il y a un processus qui est prévu d'adoption d'un... En fait, le conseil municipal pourrait adopter un règlement résiduel ou un règlement distinct. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au conseil du 6 juin, on va savoir c'est quoi le secteur visé, le secteur concerné, le nombre de personnes habiles à voter. Moi, comme greffier, j'ai l'obligation de déposer le certificat du cahier d'enregistrement des personnes ayant le droit de faire une demande de participation à un référendum. Donc, au conseil du 6 juin, j'ai cet acte officiel-là que je dois faire, donc déposer le cahier d'enregistrement. Et encore une fois, 2 jours après le conseil, donc le mercredi 8 juin, on va encore à la Ville, au greffe, là, publier un avis public pour informer la population de la procédure d'enregistrement visant la tenue d'un scrutin référendaire. Donc ça, c'est la dernière étape qui précède un éventuel référendum. C'est vraiment la tenue d'un registre des personnes habiles à voter. Encore là, ce processus-là est encadré par la loi. À ce moment-là, c'est vraiment un registre qui va être ouvert à l'hôtel de ville où les citoyens du secteur concerné vont devoir se déplacer pour venir signer un registre. On va prendre des pièces justificatives, là, des preuves de résidence, et on va noter le nombre de personnes qui est venu signer le registre. C'est une journée qui aura lieu entre le 20 et le 22 juin. Évidemment, on voulait faire ça avant le congé de la fête nationale, le 23-24 juin. Donc, c'est une journée qui sera à déterminer entre le 20 et le 22 juin. Ce que je mentionnais tantôt, si par exemple, dans l'exemple théorique où on recevait des demandes de toutes les zones, il y a 954 personnes habiles à voter. Donc, pour forcer la tenue d'un référendum, encore une fois, c'est un chiffre qui est prévu par la loi. Le calcul est prévu dans la loi sur les élections et les référendums. Essentiellement, là, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous résume, c'est 10 du nombre total de personnes habiles à voter, plus 13. Donc, le calcul, pourquoi plus 13, c'est que la loi le prévoit, là. Mais donc, dans ce cas-ci, 954, 10 c'est 95, plus 13, bien là, on aurait 108 personnes si on avait 108 personnes qui venaient signer le registre, à ce moment-là, pour adopter le règlement, il faudrait absolument passer par un référendum. Donc, la prochaine étape, une fois que le registre va être tenu entre le 20 et le 22 juin, à une date à déterminer, à ce moment-là, moi, je vais venir rendre compte des résultats du registre au prochain conseil, donc au conseil du 4 juillet. Encore une fois, je vais déposer le certificat du cahier d'enregistrement des personnes étant venues signer le registre. Et le conseil, à ce moment-là, et c'est le conseil qui va décider, pourra adopter le règlement en sachant qu'il y aura forcément un référendum qui sera prévu à l'automne. On a déjà une date qui est encerclée, qui serait à la fin du mois d'octobre. Mais le Conseil a aussi, et la loi le prévoit, le Conseil aurait le pouvoir de retirer le règlement à cette étape-là également. C'est ce que la loi prévoit. Donc, soit qu'on adopte le règlement et le référendum est obligatoire, ou le Conseil décide de retirer le règlement. Donc, c'est les étapes qui nous amènent jusqu'au 4 juillet. Et évidemment, si le 4 juillet, le Conseil adopte le règlement, là, il y aura un référendum, là, il y aura toute une série d'autres procédures. Encore une fois, à chaque étape, il y aura des avis publics qui seront diffusés pour informer les citoyens. Voilà. Donc, ça nous amène dans un processus, là, aujourd'hui, on est le 4 mai jusqu'au 4 juillet, où il y a quand même plusieurs étapes, mais à chacune des étapes, la Ville va faire des avis publics, puis bon, évidemment, on sera disponible pour répondre à chacune de vos questions à toutes les étapes.
Voilà, ça complète. Merci. Merci, M. Milot. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Quand vous dites qu'il y aura des avis publics à chaque étape, ils seront sur le site Internet et aussi dans le journal local? En fait, oui, la loi nous oblige à les diffuser sur le site Internet, donc c'est ce qu'on fait. Mais comme c'est des avis publics de 4, 5, 6 pages, là, on aime beaucoup le journal La Revue, mais ça nous coûterait comme des dizaines de milliers juste pour faire ça. Donc, on va mettre un encadré dans le journal local pour attirer l'attention qu'il y a un avis public important qui vient d'être diffusé avec le lien Internet. Donc, dans le journal local, il y aura un encadré pour attirer l'attention du lecteur. Merci beaucoup. Alors, merci Mme Moka, M. Chicoine, Mme Lessard et M. Milot. Alors,